quand l'astrologie est née, donc Mésopotamiens probablement, et ce qui nous en reste par rapport à cette époque-là, il est certain qu'il y a eu probablement une combinaison qui s'est créée entre ce qui vous voyez au niveau des saisons et par rapport bien, au système planétaire qui était évident pour eux, et en même temps un calage qui se faisait sur les constellations. À partir de ce moment-là, des documents peut-être subsistés qui ont été repris par les Grecs, en conservant, c'est-à-dire les constellations, bien entendu au départ l'astronomie, c'est-à-dire le mouvement des planètes, mais en ne considérant plus, c'est-à-dire les constellations. Les constellations étaient là simplement à titre de repère par rapport, c'est-à-dire à l'évolution du plan astronomique tropical. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. À savoir que, au fil du temps, on a toujours considéré, c'est-à-dire le plan planétaire, on va dire, nos planètes, par rapport à les constellations. Les constellations n'ont été simplement qu'un moyen de repère dans le temps. Pour situer, par exemple, les saisons. Je prends par exemple l'Égypte. Au mois pendant la période romaine, donc effectivement, il y a eu tout un courant astrologique qui est intervenu, c'est-à-dire en Égypte. À partir de cette époque, ils se sont intéressés, c'est-à-dire à l'astrologie. Et ils ont repéré donc les signes du zodiaque en fonction, bien entendu, des saisons. Il y avait une étoile qui s'appelle solstice et qui correspond, c'est-à-dire à le lever, qui va permettre aux Égyptiens de faire un repérage par rapport à la constellation liée à solstice, et ils savent que quand solstice se lève, à cette période-là, il y a la crue du Nil qui apparaît. Donc, ils calent à partir de ça la constellation par rapport à la crue du Nil. Mais la constellation, c'était une ancienne constellation qui n'avait plus rien à voir avec le zodiaque. C'était tout simplement un repère chronologique dans le temps, tout simplement pour pouvoir se repérer par rapport au signe du zodiaque. Voilà. Alors, je pense que l'astrologie a toujours eu une vocation d'être, au départ, uniquement une question, c'est-à-dire de rester dans la tradition des saisons, mais n'avait pas vocation du tout de faire un repérage, sauf au départ, en Mésopotamie, avec les signes du zodiaque. C'est pour ça qu'il y a eu cette précession après des équinoxes et que le signe du zodiaque était certainement prioritaire au long de l'histoire. Les Grecs ont eu une astrologie zodiacale, les Romains ont fait une astrologie zodiacale, la tradition qui nous reste du Moyen-Âge, c'est pareil, c'est une astrologie zodiacale, hein, de toute façon. Ptolémée, de Villefranche propose une astrologie zodiacale. Les secteurs, les planètes sont toutes faites par rapport, c'est-à-dire à un zodiaque, mais de saison. Quand vous dites zodiacal, vous voulez dire tropical. Tropical. Ben oui, quand même. Oui. Ouais, tropical. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a peut-être une coïncidence, justement, Et ben voilà, où les âmes
Le nom des signes qu'ils ont mis, ils l'ont affecté aux constellations, peut-être pour comme moyen de repère. Les deux zodiacs ont été joints vers 300. C'est comme à mon avis, par exemple, il y a 2000 ans, là, l'histoire, c'était sûrement une période très importante au niveau cyclique, environ 2000 ans, parce qu'il y a 2000 ans, à un moment donné qu'on ne connaît pas, le point vernal, 0 degré du bélier tropical, s'est trouvé au début de la constellation des poissons, rentrant dans les poissons à ce moment-là. Non. À la fin du bélier, oui, c'est ça. Non, mais. Les deux zodiacs ont coïncidé. Non, mais le 0 degré bélier, c'est-à-dire 0 degré bélier, c'est la fin des poissons, quoi. Non, mais c'est monsieur qui nous disait tout à l'heure, c'est quand on était, c'est-à-dire tout au début de l'astrologie, à savoir quand on était en Mésopotamie, par conséquent, donc quand l'astrologie s'est créée à partir de ce moment-là, le repère qu'ils avaient de leur saison correspondait, c'est-à-dire aux constellations. Parce qu'il y avait l'excellent du taureau, on voyait, il y avait des béliales partout, on trouvait des symboles, c'est pareil. Et pour ce que je pensais au début, il y a 2000 ans, là, quand le 0 degré bélier coïncidait vraiment à la constellation en question, c'est pour une période du procession des équinoxes, je pense que c'est une période importante, pour ça que le message, je pense qu'il y a quelque part le message christique, entre guillemets, et puis un peu avant, bouddhique, etc., tous ces messages spirituels sont très importants pour la période qui suivait après. Bon, ça, alors, monsieur Massoul, pourquoi, à votre avis, y a-t-il 12 constellations zodiacales Non, mais je veux dire, est-ce que ça a un rapport avec les 12 signes, justement donc c'est. Non, mais les anciens n'ont pas 2 signes. J'ai toujours dit ici, il y en avait 24 pour les anciens, c'est 24 stations du Soleil. Epsilon, donc l'inclinaison était de 24 degrés pour l'Inde, c'était effectivement 24 degrés réels. En tout cas, là, on a un très bon exemple, moi je crois, pour apporter de l'eau à mon moulin, on a un très bon exemple d'une démarche qui consiste à plier le cosmos à sa volonté. C'est-à-dire qu'effectivement, on aurait pu le diviser les constellations et les étoiles en autant de constellations qu'on voulait. Il n'y avait pas de raison d'en avoir 12, on est d'accord là-dessus. On pouvait très bien, autant les 12 signes zodiacaux sont fondés sur le fait qu'il y ait 12 fois ou 13 fois la rencontre de la Lune et du Soleil, autant la division en constellations est complètement arbitraire, et ça montre bien que l'astrologie a projeté sur le cosmos une structure qui n'est pas inhérente au cosmos. Et c'est ce que je n'arrête pas de dire. L'astrologie a inventé un ciel qui lui est propre. Elle a choisi dans le ciel ce qui lui paraissait intéressant, au niveau des étoiles, elle a choisi dans le ciel ce qui lui paraissait intéressant au niveau des planètes, elle les a distribuées comme elle l'entendait, n'est-ce pas? Et donc finalement, la question zodiacale est intéressante parce qu'elle montre bien à quel point l'astrologie structure, contrairement à ce que dit M. Tilly, l'astrologie n'est pas simplement une étude du cosmos en tant que tel, c'est une transfiguration du cosmos. Elle transfigure les étoiles, elle transfigure le cosmos, elle lui donne une apparence qui n'a rien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un tel conflit entre les astrologues et les astronomes, parce que les astrologues savent très bien que. Alors évidemment, le problème, c'est qu'on finit par plus très bien savoir ce qui est astrologique et ce qui est astronomique. Les constellations, est-ce que c'est de l'astrologie ou est-ce que c'est de l'astronomie? Ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est une espèce de convention arbitraire. Elle n'est pas arbitraire, c'est justement, c'est qu'on a des concepts. Elle a été intégrée par la psyché humaine, elle n'est plus arbitraire, mais au départ elle est arbitraire. Non, elle n'est pas arbitraire, elle fait partie, c'est-à-dire de notre pensée, de notre cerveau, de notre mode de vision. Oui, c'est ça. Donc, c'est une construction, c'est-à-dire neurologique, on va dire, presque. C'est pas incompatible avec le fait. C'est pas incompatible avec le fait que ce soit arbitraire. Si je vois les choses d'après ma propre structure mentale, je les vois, même si c'est pas arbitraire par rapport à ma structure mentale, je structure le monde de manière arbitraire, c'est-à-dire à ma façon. C'est-à-dire que si sur le plan collectif, comme a défini par exemple Jung à un moment donné, c'est-à-dire il appelait ça les archétypes. Oui, les archétypes.
si on le prend sur le plan de l'archétype, c'est une valeur collective à partir de ce moment-là. Donc c'est une valeur où tout le monde est d'accord. Par exemple, on va dire le rouge, moi je le vois rouge, vous comment vous le voyez rouge aussi, donc on est tous d'accord pour que ce soit, c'est-à-dire un archétype et d'une valeur particulière. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes donc dans un élément, c'est-à-dire universel, et c'est ça le principe de l'astrologie, et le principe qui a une structure derrière tout ça. Si on pourrait s'étendre énormément, il faudrait du temps, mais si on arrivait, c'est-à-dire à expliquer tous les éléments qui font que tout est rattaché à tout. Prenez votre corps, ça va être plus simple et en 3 minutes, si un corps fonctionne, c'est parce que nous avons différents organes qui se sont assemblés les uns par rapport aux autres et qui ont été d'une manière collective unis pour nous donner de la vie à partir de ça. Mais si on les prend maintenant différemment, d'une manière individuelle, là, nous allons avoir, c'est-à-dire des éléments purement physiques à partir de ce moment-là, comme nous le faisons avec notre intelligence scientifique que nous avons à l'heure actuelle. Nous décomposons effectivement de la matière, nous la regardons au microscope ou avec un télescope et nous voyons qu'il y a effectivement des autres planètes, qu'il y a ceci, qu'il y a des cellules, qu'il y a... Bon, voilà. Mais on ne le voit pas sur le plan global d'une certaine manière, sauf si on se réfléchit par rapport à son propre corps. Mais il n'y a pas que notre propre corps qui compte, il y a aussi tout l'univers qui est là. Et nous sommes dans cet univers et nous vivons. Si on arrêtait d'un seul coup l'air, par exemple, on mourrait tous. Si d'un seul coup on coupait toutes les forêts, eh ben, il est certain qu'on mourrait aussi. Donc on aurait un déséquilibre qui s'installerait à partir de ce moment-là. Donc on fait partie d'un ensemble et d'un univers. Dans cet ensemble, dans cet univers, il y a aussi, bien entendu, des assemblages, comme en physique, de concepts. Les concepts sont, je parlais tout à l'heure des concepts à partir du lion en disant c'est une centralité, et à partir de ce moment-là, des centralités, on en trouve beaucoup. Moi, je suis une centralité, le lion est une centralité aussi, parce que c'est l'animal qui arrive en bout de chaîne, c'est le curé du village par rapport à ses ouailles, c'est le maire par rapport à ses concitoyens, etc., etc. Donc, de toute façon, le concept, il est bien là. Ça a été réuni en 12 signes. Il faut définir tous les concepts. Alors, vous avez le lion, vous avez le taureau, là, vous avez tous les principes de la possession, avec tous les principes opposés qui sera dans le signe du scorpion. Mais là aussi, c'est tout un chapitre à développer qui est très long. Le Capricorne, c'est merveilleux de développer tous les concepts qu'il peut y avoir à partir du Capricorne. Bon, donc, et ça tient par rapport à quoi? Ben, ça tient par rapport à une physique qui a été là, qui présente effectivement un signe extrême qui est arrivé, qui a été même iconographié avec une multitude, c'est-à-dire de petits détails et d'éléments, mais qui nous livre une somme d'informations extraordinaires à partir de ce moment-là. Donc, et on parlait tout à l'heure des trigones, des quadratures, des signes les uns par rapport aux autres, etc., des éléments, des modes, mais tout ça rentre en jeu, tout ça, ça forme la structure et la compréhension de tout ça. Alors il faut aller dedans, il faut essayer de comprendre, effectivement, il faut essayer de déblayer les choses et essayer de les restructurer en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Puis voilà. Donc on va recentrer sur la discussion. Donc, monsieur Garçon, vous qui êtes le sidéraliste, moi je ne suis pas sidéraliste, je suis stellariste, c'est pas notre problème. Je m'intéresse aux étoiles fixes, mais pas spécialement aux constellations. Vous qui êtes sidéraliste, vous utilisez bien une division en 12 secteurs égaux. Oui. Donc, ça ne correspond pas aux constellations, en fait. Non. Mais pour l'instant... Donc, comment vous justifiez, en brièvement, comment vous justifiez l'option sidéraliste pour les personnes qui
qui sont un petit peu sceptiques Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'astrologues qui utilisent des constellations inégales. Hein. C'est assez difficile parce qu'on n'a pas les éphémérides. Oui, donc c'est du sidéralisme parce que le point de référence n'est pas le point vernal, mais est une étoile. Le point vernal bouge par rapport aux étoiles. Donc, c'est l'étoile qui correspondrait au point vernal, en quelque sorte. La référence sidérale se fait par rapport à une étoile et qui, je crois, pour le zodiaque indien, pour le sidéral Lahiri, je crois que c'est l'épi dans la Vierge. Mais l'essentiel de ce zodiaque tient au fait qu'il bouge petit à petit. Donc, le signe du bélier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne se pose plus la question du bélier qui correspond au mois de mars dans l'hémisphère nord et qui correspond à l'automne en hémisphère sud. Il n'y a plus ce problème-là, puisque chaque signe va passer au cours des 25 000 ans à peu près pour faire le tour, chaque signe va passer sur chaque mois de l'année. C'est dans ce sens-là que le zodiaque sidéral, il a un côté harmonisant, il a un côté unifiant, puisque chaque secteur temporel va recevoir chaque influx de chaque signe. Donc, il y a un côté là qui n'est pas présent dans le zodiaque tropical, qui, pour moi, je définis un peu comme martien, le zodiaque tropical, parce que bon, il est calé sur le bélier, le mois de mars, et puis parce qu'il est séparant. Il sépare chaque signe des autres mois de l'année qu'il ne visite jamais. Il n'y a pas de bélier en septembre. Avec le zodiaque sidéral, ce sera possible au cours de la grande année de la précession. En fait. Voilà. Bon, moi je l'ai adopté parce que j'ai mis 5 ans à l'adopter. J'ai commencé à étudier l'astrologie, le zodiaque tropical, comme tout le monde, je dirais, en Occident. Et je l'ai adopté après avoir commencé à utiliser la technique des phases lunaires progressées. J'ai mis 5 ans à basculer, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait parce que j'ai constaté que j'étais plus proche du réel dans ma vie et dans la vie des personnes dont j'étudiais le ciel. Et c'est ça qui m'a fait basculer, qui m'a fait prendre la décision Alors là, vous touchez à un sujet assez complexe. C'est-à-dire, comment peut-on savoir qu'on est plus proche du réel? Donc là, on est en train on avait dit au début que cet argument de la validation d'un système par la réalité de l'observation... Par rapport au réel, je veux dire par rapport au symbolisme qu'on a mis sur tel signe, tu te sens plus proche du signe d'avant, du symbolisme du signe d'avant, tel qu'il a été défini en tropical. C'est ça que ça veut dire? Pas seulement ça, oui, en partie, mais pas seulement. Les signes, quand il y a un signe sur une maison, il y a aussi un être du signe. Donc, quand il y a une profession dans un certain domaine, quand le signe change, ce n'est plus le même maître, ce n'est plus la même nature professionnelle, par exemple. C'est comme pour la domification. Si on change de domification, au niveau prévisionnel, on n'a pas les mêmes événements aux mêmes dates. L'avantage du zodiaque du zodiaque sidéral, etc., il n'y a pas de maison. Les maisons correspondent aux signes. Zodiaque sidéral. Tu parles de zodiaque hindou? Il y a pareil, il y a les maisons. C'est pas les maisons. Oui, tu parles dans le cas que tu as fait du Placidus. Je pensais que les hindous, justement, il y avait une adéquation entre maison et signe. Je ne fais pas de l'astrologie védique, je fais de l'astrologie occidentale. Moi j'ai appris une astrologie anglaise en fait. Mais maintenant que je pratique en zodiaque sidéral. C'est le même système de tonification, ce sont les mêmes maîtrises. Voilà. Tu fais juste une translation de 24 degrés. Voilà, je fais juste la translation du sidéral parce que je trouve que le ciel que j'ai sous les yeux, mon ciel, le ciel des personnes qui viennent voir, eh bien, quand je compare ce ciel avec ma vie réelle,
la vie concrète, j'entends, ou la vie concrète des gens que tu vas voir, que ça correspond mieux, ça cadre. C'est un petit peu à l'image de la planète qui est dans tel signe sur le papier et elle est dans tel signe pensé. Oui, mais enfin, moi je trouve ce débat assez surréaliste, c'est le cas de le dire, parce qu'effectivement, on se rend bien compte à quel point, étant donné qu'il y a un très grand nombre de facteurs dans le thème astral, que tous les facteurs du thème astral ne sont pas fonction du sidéralisme, hein, comme on a dit, les aspects ne sont pas fonction du sidéralisme, des tas de choses facteurs. Donc, comment peut-on isoler le facteur en question de l'ensemble d'autres facteurs qui sont invariants, vu l'interaction, moi je trouve que là on trouve aux limites de l'astrologie, justement, c'est là tout le problème. Si vous avez une astrologie qui est simple, là au moins vous pouvez dire, voilà, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Mais plus l'astrologie est complexe, plus il est difficile de valider un facteur dans l'ensemble des facteurs utilisés. C'est là qu'elle est ce qu'on appelle une astrologie infalsifiable et invérifiable. Non, il y a quelques exemples simples. Ah bon, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Oui, Qu'est-ce que vous appelez des exemples qui pourraient valider un système quel qu'il soit d'ailleurs? Non, mais je veux dire que non, mais si vous aviez comme moi un système qui est unique avec une seule donnée, une seule variable, là on dirait oui. Mais là vous avez une variable, vous avez un système où il y a 10 ou 30 variables, et donc vous allez valider une variable sur les 30. Alors que vous savez qu'elles sont interactives, que vous n'expliquez pas par le signe zodiacal, vous pourriez l'expliquer par l'aspect, ou vous pourriez l'expliquer par la maison. Donc il y a 36 façons d'expliquer quelque chose. Moi je trouve ça sidérant, c'est qu'à le dire, de pouvoir imaginer que l'on puisse isoler la fonction d'un facteur dans cette espèce de vrac, de ce fouillis invraisemblable que le thème astral. Bon, si on prend deux planètes, par exemple Saturne et Mars, et si on les prend dans le ciel, les phases lunaires d'un certain Winston Churchill, dans son ciel natal, c'est pas évident de les faire parler, et dans sa phase lunaire, je pense que c'est assez rapide de les faire parler. Vous voyez, Saturne au mi-ciel, Churchill, il a défendu l'Angleterre face à un envahisseur. C'est assez simple. Dans la phase lunaire de 35 à 43, Churchill il est représenté par ce Saturne au mi-ciel et il est le défenseur de la Grande-Bretagne. Voilà. Dans la phase lunaire d'après, qui démarre en mars 43 jusqu'en 50, ce qui est en haut, ce que l'on voit surtout, c'est surtout un Mars en maison 9. C'est assez simple. À partir de mars 43, Churchill n'est plus le défenseur, il joue le rôle d'attaquant. Vous voyez, c'est pas, je ne le sors pas là de 10 tonnes de concepts d'astrologie. Je prends Saturne, je prends Mars. La grande question, c'est de savoir si on peut. La grande question, là on sort un peu du thème du colloque, mais la grande question qui se pose, c'est de savoir s'il est possible. Non, mais la question, c'est de savoir s'il est possible de montrer, dans un cas précis, que seule l'astrologie peut expliquer ce qui s'est passé. Je ne dis pas qu'elle l'explique, je dis qu'elle le symbolise. Non, mais justement, c'est tout le problème. L'explicitation, ça, on peut toujours dire, l'astrologie, c'est d'ailleurs ce que beaucoup d'astrologues se contentent de ça. Beaucoup d'astrologues se contentent de dire, ah ben voyez-vous, par l'astrologie, on peut expliquer, mais on joue sur les mots, c'est pas expliquer. Par l'astrologie, on peut retrouver ou recouper ce que l'on sait par ailleurs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse, par l'astrologie, expliquer qu'un certain phénomène ne pouvait pas s'expliquer autrement que par l'astrologie. Or, vous, votre démarche, c'est pas ça. C'est-à-dire, l'astrologie peut aussi expliquer ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quel cas l'astrologie peut être la seule à pouvoir expliquer cela. Si tu arrives un jour à trouver un truc qui soit comme ça... Ah bon, donc finalement, dès le départ, tu ne cherches pas ça, en fait. Donc toi, dès le départ, tu voudrais que l'astrologie vienne... Alors ça, c'est assez suicidaire. Tu voudrais que l'astrologie vienne expliquer quelque chose qu'on peut expliquer par 100 manières autres que l'astrologie. Ben non, je suis désolé que si une science ne peut fonctionner qu'en arrivant en disant « Oui, moi aussi je peux expliquer ça, moi aussi je peux expliquer ça », alors qu'on l'a expliqué de 10 façons différentes, non, il faudrait qu'elle puisse dire « Je peux expliquer » et ce phénomène-là, rien d'autre ne peut expliquer que l'astrologie. Déjà, à mon avis, l'astrologie n'explique rien. C'est un marqueur, tu peux marquer quelque chose. Hein.
Mais ce marqueur-là, il peut être vécu de plusieurs façons différentes, par différents autres intervenants, etc. Donc, c'est un marqueur, ça explique rien, l'astrologie. Non mais le mot expliqué, attendez, non mais tout dépend, il faudrait savoir, il ne faut pas jouer sur le mot expliqué. On vient d'expliquer à l'instant que le mot expliqué, il fallait l'entendre dans 10 façons différentes. Ça veut dire, alors faisons attention au mot qu'on emploie. Qu'est-ce que c'est qu'un marqueur? D'ailleurs, je ne sais même pas ce que ça veut dire un marqueur dans ton langage. Par exemple, par exemple, si on voit dans le ciel qu'il y a carré Mars-Uranus opposé à Pluton, etc., on peut penser qu'au niveau mondial, peut-être, il peut y avoir quelque chose qui va se passer du genre Mars-Uranus, etc. Donc, soit des gros accidents, soit des conflits à des endroits, etc. Bon, ok, ça indiquera ça. Maintenant, pour savoir où ça va se passer exactement, il faudrait rentrer dans le truc plus individuel Non mais, enfin, là encore, je suis désolé, on ne peut pas expliquer... Alors, c'est intéressant ton exemple, pour revenir à la question cyclique. On ne peut pas expliquer en astrologie quelque chose si on ne l'inscrit pas dans une cyclicité. C'est-à-dire, en fin de compte, l'exemple que tu donnes, c'est un exemple justement anticyclique. Tu vas étudier ce qui se passe à un moment donné. Or, l'astrologie, elle n'est pas faite pour nous expliquer ce qui se passe à un moment donné, elle expliquer pourquoi ce qui se passe à un moment donné est la conséquence de ce qui s'est passé 50, 10 ans, 20 ans plus tôt, etc. Et il revient. Donc là on voit bien qu'on sort complètement de l'astrologie cyclique. C'est le discours cyclique en astrologie mondiale, c'est un discours où on parle de phases successives et on dit à un moment donné, on est dans un événement qui correspond à une phase X ou Y. On n'est pas en train de dire simplement, aujourd'hui, il y a une configuration, machin ou truc. Les gens qui travaillent sur l'astrologie mondiale et tout, bon, que t'aimes pas forcément des gens comme Barbeau ou n'importe quoi. Justement. Ils ont fait des tentatives, justement, d'indiquer des moments où il peut y avoir, en fonction des cycles des différentes planètes, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent, etc., qu'il peut y avoir une période plus compliquée, plus difficile, comme actuellement en 2010, ça en faisait partie, 2010, 10 millions, ça en faisait partie. Donc, oui, mais là d'accord, mais c'est pas l'exemple que tu viens de donner. Barbeau, justement, il faut pas mélanger. Là, Barbeau, lui, il a essayé, avec plus ou moins de bonheur, il a essayé de montrer qu'effectivement, il y aurait des phénomènes cycliques un phénomène cyclique, c'est pas un phénomène, c'est pas une configuration ponctuelle à un moment donné. Un phénomène cyclique, c'est pas le fait qu'à un moment donné, on a une configuration, Mars, Saturne, machin, truc. C'est pas ça. Là, on est dans une sorte de spatialité de multicyclicité. Non. L'idée, c'est par exemple, dans le cas de Barbeau, c'est de dire, par exemple, effectivement, le cycle Saturne-Neptune, quand la conjonction Saturne-Neptune, chaque fois, déclenche des événements importants en Russie ou des choses comme ça. Bon, voilà, je ne dis pas que ce soit valable, mais enfin, l'astrologue n'est crédible. Il n'est pas crédible avec ce genre de discours que tu viens de tenir. Il est crédible quand il dit, effectivement, moi, je peux vous expliquer que l'événement actuellement qui se produit, il s'est déjà produit à telle époque, il s'est déjà reproduit à telle époque, et ça suppose d'ailleurs, entre parenthèses, qu'on soit capable de ramener à un même type d'événement des événements différents. Ça suppose une certaine capacité d'abstraction. On ne peut pas être astrologue si on n'est pas dans l'abstraction. Parce que si on n'est pas dans l'abstraction, on ne peut pas comparer. Ce ne sera jamais le même événement. Ça peut être le même type, comme tu dis, voilà. au sens large du terme. Voilà. Par exemple, un truc financier, ou je ne sais pas, moi, un truc, n'importe quoi, mais des éruptions volcaniques. On a besoin d'une typologie. Mais ça ne sera jamais... Mais néanmoins, on est bien d'accord que si on n'est pas capable de montrer que des événements différents ont des points communs, on ne peut pas parler de démonstration astrologique. On est d'accord là-dessus? Moi, je voudrais... Il faut bien qu'il y ait une capacité d'abstraction qui nous permette de rapprocher des choses différentes pour qu'il y ait une science astrologique. Donc quelqu'un qui n'a pas de faculté d'abstraction et quelqu'un qui n'est pas capable de montrer qu'une série d'événements a une certaine ressemblance sur le plan structurel, eh bien il ne pourra pas faire de la recherche astrologique. Il est incapable de faire de la recherche astrologique. Celui qui n'est pas capable d'abstraction ne peut pas faire de la recherche astrologique valable, ni au niveau individuel, ni au niveau mondial. Bon. À ce moment-là, il va piétiner, il va végéter dans des histoires ponctuelles. J'étudie le cas machin, le cas truc, etc. Mais ça n'est pas un astrologue. Dans tous les domaines, c'est pas uniquement de l'astrologie. Quelqu'un qui n'est pas capable d'abstraction, effectivement, il ne sera pas capable de faire de la recherche de toute façon. Parce que analytiquement, on arrive rarement à faire des... Exactement. Et bien voilà. C'est qui. Donc on ne peut jamais étudier en astrologie un cas isolé. Parce que c'est justement contre la cyclicité. Et la cyclicité, c'est justement la succession de cas et non pas des cas isolés. Monsieur Tilly. On l'étudie justement dans un contexte. Vous êtes parent avec le baron Tilly, là, qui s'est
dont s'est occupé Kepler. Peu importe. Alors allez-y. Moi, j'ai une manière de voir l'astrologie moi en premier, mais je pense que c'est un peu le défaut aussi que propose l'astrologie par rapport aux astrologues, en tout cas ceux qui vont s'intéresser à l'astrologie. L'astrologie, c'est quand même quelque chose de très complexe. Il faut reconnaître qu'avec le nombre d'éléments que nous possédons dans un thème, c'est hyper complexe. Il faut pouvoir arriver à en faire une synthèse, qui n'est pas évident du tout. Quand on a effectivement un nombre important d'éléments, si on connaît l'histoire de la personne, c'est sûr qu'on va être influencé déjà par son histoire et qu'on trouvera des correspondances entre le thème astrologique et puis l'histoire de la personne. On est influencé. Il s'avère que la personne, on la sent un peu lunatique, par exemple, on va tout de suite effectivement trouver que dans son thème, la Lune devient beaucoup plus importante. On est forcément influencé. Donc c'est un danger à partir de ce moment-là. Et quand on fait du prévisionnel, il est certain que là aussi, c'est sûr que dès qu'on connaît l'histoire historique de la personne et qu'on va regarder son thème, on a suffisamment d'éléments qui vont tomber à cet endroit-là pour nous rassurer et nous dire, bah oui, c'est évident, ça colle, ça correspond, voilà. Donc ça, à mon avis, c'est un danger. Et moi, c'est le premier, de toute façon, en travaillant sur... c'est un danger, oui, parce que de toute façon... Non, mais si on connaît... Au sens d'études et alors, effectivement, mais c'est quand même un truc, quand on de discuter avec quelqu'un, etc., de prendre un cas particulier, de voir comment ça chemine chez lui, ça apprend aussi beaucoup de choses. Ça apprend peut-être que tous les symboles qu'on a pu mettre, ou qu'on a dans la tête sur certains trucs, de dire, ça marche pas tout à fait exactement comme ça. Ça permet de moduler les choses. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, ça c'est intéressant. Et si on y va, c'est-à-dire pour effectivement collaborer, je dirais, avec alors à ce moment-là, et puis on échange, et puis effectivement, là, on voit ce qu'il faut écarter d'un côté, ce qu'il faut garder de l'autre côté, et c'est là où on fait le tri. Mais si vous faites un thème à partir simplement d'un historique, vous n'avez pas de connaissance par rapport à cette personne en plus, c'est peut-être un petit peu votre cas, dans le cas où vous analysez, c'est-à-dire des personnages connus, avec Churchill par exemple, vous voyez ces périodes de son histoire, il y aura toujours un élément qui, dans le thème, va vous conforter un peu dans ce... Enfin, peut-être pas, mais moi, je suis passé aussi un peu par là, de toute façon, en me disant, ah bah oui, tiens, bah oui. Alors, plus on rajoute d'éléments, alors ça aussi, c'est un truc que je dénonce auprès des astrologues, parce que entre les transsaturniennes, plus après, je sais pas, il y en a d'autres qui ont commencé à mettre des planètes qui sont enfin il y en a plein, voilà, et puis même bon, les nœuds de la Lune, etc. Bon, effectivement, ça fait plein de points, ça fait beaucoup de points sur lesquels on peut s'arrêter, donc à un moment donné, on pourra toujours dire, ah ben oui, ce point était important parce que je connais la personne, effectivement, ce point a certainement une correspondance avec cette personne. Moi, je trouve que c'est une astrologie, à partir de ce moment-là, qui est dangereuse. On est dans ce qu'on appelle la spatialisation. La spatialisation, c'est qu'effectivement, au lieu d'étudier correctement un cycle, on étudie 10, 20, 30 cycles, etc. Et quand vous parlez de synthèse, là, on touche à notre problème. La synthèse, souvent, c'est un peu hors du sujet du colloque, mais la synthèse, souvent, c'est une traduction en langage courant de tout un ensemble de données astrologiques dont finalement le client n'a pas connaissance. Il n'a pas connaissance.
Alors après... L'astrologue est obligé, c'est là un argument de poids. Si le modèle est simple, l'astrologue peut l'expliquer au client. Mais si le modèle est compliqué, le client il ne comprend rien. Donc il est obligé de passer par la traduction que l'astrologue voudra bien faire de son discours. Et là on tombe effectivement dans la toute-puissance de l'astrologue. C'est-à-dire qu'on a un outil qui ne peut fonctionner que par la grâce de l'astrologue. Alors que moi, justement, je propose un outil qui peut fonctionner parce que il est tellement simple que les gens peuvent l'utiliser eux-mêmes. C'est ça aussi le débat. Il faut dire aussi, pas avec vos données. Il faut dire aussi à un consultant qui doit faire le tri dans ce que lui dit l'astrologue. Si ça ne fait pas d'écho dans sa vie... Non, mais l'astrologue n'est pas... Nous sommes dans une civilisation, monsieur Garçon, vous ne l'auriez pas remarqué, où les gens... où il y a une démocratisation de tous les outils, et où la notion même de quelqu'un qui viendrait vous aider à utiliser un outil que vous-même vous ne pouvez pas utiliser, c'est une notion qui est caduque, qui est obsolète. Ça n'est plus possible. Les gens ont une capacité d'apprentissage. Et quand un astrologue vous répond, il faut 10 ans pour devenir astrologue, je ne sais pas quoi, c'est te foutre du monde. Ou alors c'est vrai qu'il y a parfois des outils qui sont tellement invraisemblables que ce n'est pas possible autrement. Mais l'astrologie ne pourra survivre au XXIe siècle que si elle propose des outils simples, que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut utiliser, et on n'aura pas besoin de passer par l'astrologue. Oui, mais moi je ne suis pas d'accord là-dessus. C'est très difficile, même pour un astrologue, de travailler sur son propre ciel, parce qu'il est compliqué. Ça ne change rien au problème. Ah bah si, ça change. Ça change. Même si alors vous apportez l'eau à mon moulin. Même l'astrologue lui-même ne peut pas faire son travail, alors pas mieux. Même si vous inventez quelque chose de simple, un consultant ne peut pas travailler sur son propre ciel. C'est difficile. Mais justement... On n'est pas neutre. On est neutre quand la personne, on n'est pas quelque part en lien émotif avec... À partir du moment où il y a un lien émotif, que ce soit pour nous, pour notre famille, pour des gens que l'on aime, c'est difficile. Ouais. Moi, c'est mon point de vue. Et je pense que là, il y a aussi, c'est-à-dire l'astrologue professionnel, celui qui veut travailler. Donc ça, c'est tout un univers que moi, je ne connais pas du tout, parce que je suis qu'amateur, tout simplement. Et tous les contacts que j'ai pu avoir, c'était dans le cadre vraiment d'un échange. C'est-à-dire que je me présentais comme quelqu'un qui était là plus pour apprendre que plutôt pour délivrer un message vis-à-vis de cette personne. Donc il y a une communication qui s'établit. Alors là, effectivement, pour moi, il y avait de l'émotion, pour moi, il y avait du ressenti, il y avait, mais je trouve que là, c'est vraiment un travail intéressant parce que je n'interviens pas pour donner à l'autre, comment dire, une découverte de cette personne, mais plus, moi, pour apprendre de cette personne et de comprendre l'astrologie à partir de ça. Et vous faites là ce que les astrologues indiens font. Oui. Ils passent une demi-heure avec la personne, au moins avant, pour connaître leur vie, c'est-à-dire positionner à peu près les planètes dans un registre d'expression. C'est tout. Après, on peut étudier encore davantage, mais simplement l'entretien préalable permet un prépositionnement. Vous voyez, cette personne elle a un joli Jupiter, mais un joli Jupiter, ça peut être plein de choses. Alors, son père est banquier, vous avez déjà un registre, vous voyez, par exemple. C'est ça. Ça n'empêche pas que vous allez quand même étudier son Jupiter, même si son père est banquier, c'est une forme d'expression. Mais préalablement, ça vous a permis d'enlever des hypothèses. De travail, on part sur un sentier qui est déjà un petit peu déblayé. Il n'empêche qu'il faut quand même faire le travail, il faut parcourir le sentier de son ciel de naissance. Voilà, mais c'est un cheminement facilité. Pour unir un peu le général au particulier, je dirais on sait qu'actuellement le monde est dans une grosse crise, etc. Moi, personnellement, je suis persuadé, c'est pas moi qui le verrai, je serais parti à ce moment-là, mais que les êtres qui vont résoudre le problème, c'est des êtres qui sont nés dans les années 95, par là, où il y a eu la conjonction Saturne, je ne sais plus les conjonctions de Saturne, Neptune, après Uranus, etc. Des planètes comme ça, qui cycliquement se retrouvaient en début de leur cycle, et quand c'est les gens qui sont là vont être, c'est-à-dire dans 20 ans, dans 30 ans,
quand ils seront eux sur la planète, c'est eux qui vont résoudre ces problèmes-là. Parce qu'avec les conjonctions qu'il y a eu en Capricorne, on parlait du Capricorne, il va y avoir un méchant coup de balai à mettre en place, mais à mon avis, il n'arrivera que quand ces êtres-là, qui sont incarnés à cette époque-là, vont se trouver, eux, en état de décision, etc. Alors, voir tous ceux... 2035. Non, mais c'est là, ça... Donc, au point de vue cyclique, hein, c'est quand même important de voir qu'il y a 2 ou 3 cycles très importants qui se reproduisent à une certaine époque, et de voir si, au niveau des individus en question, ils vont mettre... Faire le ménage qui... Oui, mais alors moi je voudrais revenir un peu sur cette histoire de l'astrologie mondiale, parce qu'en fin de compte, quand vous avez une configuration, quand vous avez un événement X, vous avez 2 stratégies. Soit vous considérez que c'est la totalité du ciel qui explique l'événement X, qui est un petit peu l'approche actuelle. Soit vous dites, voyons l'élément du ciel qui a joué. Dans le cas par exemple d'un événement comme la 1989, quel est le facteur qui a réellement joué pour provoquer le phénomène que nous connaissons? Il y en a qui vont dire c'est le cycle Saturne-Neptune, mais il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer. Donc là, la question qui se pose pour nous, c'est soit vous avez une approche pluricyclique et vous dites c'est l'interconnexion entre l'ensemble des facteurs qui a joué, ou bien vous allez dire non, c'est tel facteur qui a joué. Pourquoi? Parce que ce facteur-là, on le retrouve à d'autres moments où le même phénomène s'est produit. Et ce n'est pas les autres facteurs qui ont joué, c'est ces facteurs-là en particulier. Donc il faut, effectivement, là c'est une approche cyclique, hein, je voudrais dire quand vous avez quand quelque chose se produit, il faut nous expliquer quel est le facteur qui est de retour pour produire cet événement et qui s'est déjà produit autrefois, et non pas se contenter d'étudier l'interaction entre les planètes à ce moment-là. Mais ça, c'est le problème, cher ami, c'est que c'est un travail beaucoup plus compliqué. Parce que finalement, et c'est là que j'en ai, c'est la solution de facilité. La solution de facilité, c'est de regarder. C'est comme par exemple si on voulait par exemple faire on est là entre nous. On est dans la spatialité là. La spatialité est infiniment plus facile à capter que la temporalité. La temporalité, ça veut dire d'où chacun est venu ou l'histoire de chacun. Non, c'est beaucoup plus facile d'étudier les interactions qui se produisent ici et maintenant. Donc, moi, c'est ce que j'appelle les politiques de pénurie. Le thème astral, c'est de l'astrologie de pénurie. Et on le sait très bien. C'est une astrologie c'est une sous-astrologie, c'est l'astrologie du pauvre. C'est une astrologie qui a été élaborée parce que, justement, on n'avait pas les moyens de faire une astrologie cyclique, parce qu'on n'avait pas les moyens de connaître toutes les données astronomiques qui permettaient de le faire, et donc on a fait une astrologie du pauvre, comme on a fait une cuisine du pauvre, comme on a fait des tas de choses du pauvre. C'est de la sous-astrologie. Et on nous la sert comme ça, c'est une espèce de plat couscous. Voilà, le thème astral, c'est une sorte de couscous ou de cassoulet où on met un peu de n'importe quoi, avec des produits d'ailleurs de second niveau, saucisses, haricots blancs, etc. Et on vous sert ça comme ça. Et ça, c'est de l'astrologie, c'est de la sous-astrologie. La vraie astrologie, c'est celle qui est capable de se situer dans le temps, d'étudier sur 50 ans, 100 ans une série d'événements, et non pas de se polariser sur le vécu et le ressenti d'un événement particulier ou d'un ami particulier. Les deux sont valables, elles n'ont pas le même objet, c'est tout. J'ai l'étude, mais elles sont valables. Non, c'est une astrologie de substitution, c'est une astrologie de remplacement. Non, mais parce que quand on prend, quand il y a un événement, on ne regarde pas 36 facteurs. Les événements importants, ça va être 3 ou 4 grosses conjonctions qui se retrouvent dans un cycle, etc. Alors, effectivement, on peut peut-être déterminer qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, tu parlais tout à l'heure de ton problème, qu'est-ce qui s'est passé pour toi physiquement il y a 30 ans, quand Saturne repassait dans la balance, etc. Il y a peut-être des événements qui se sont passés maintenant, là, qui ressemblaient structurellement à ce qui a pu se passer il y a 30 ans, par exemple. J'en sais rien, mais je veux dire. Non, mais en général, on ne regarde pas. Quand Jacques il nous dit, bon, on met tout un tas d'événements, on fait un pot-au-feu et tout. Pour l'individu, c'est comme ça qu'on fait. Et on regarde par rapport à ce pot-au-feu, notre pot-au-feu, quels sont les événements qui, eux, sont plus marquants, disons, qu'on peut retrouver dans notre pot-au-feu et qui vont se particulariser chez nous, et pas chez le voisin. Par contre, quand il y a on sait très bien que, pour les événements amandieux, disons, importants, effectivement, on va voir ce qui se passe dans le ciel par rapport à des signes. Donc il y a une opposition, donc tu fais une opposition artificielle entre événements collectifs et événements individuels.
je rajoute un truc, hein. Par contre, ce que je dirais, moi, parmi tous les événements, disons, qui vont se passer au niveau mondial, et qu'on ne sait pas trop, hein, les acteurs principaux qui vont activer à ce moment-là, ben c'est ceux qui, dans leur thème à eux, dans leur bouillon à eux, hein, on retrouve les mêmes structures, etc. Alors ça va être eux qui vont se marquer. Hein, par exemple, Churchill, hein, par rapport à ce que dans tes études et tout, bon, ben, il avait déjà dans ses ingrédients à lui tous les éléments qui fait. Hein, pourquoi à chaque fois qu'il y a des événements importants, très graves, il arrive toujours un ou deux êtres qui ressortent du lot. Hein, oui. Parce que c'est eux, peut-être les plus indiqués, les plus en coïncidence avec les marqueurs essentiels astronomiques, hein, et qui, ok, c'est eux, voilà, c'est eux, pas les autres. Mais, donc c'est pour ça que les deux astrologies, à mon avis, sont tout à fait intéressantes. Oui, mais il y a quand même... Voilà une femme, Guylaine Janson. Quand on prend le même objet d'étude, c'est tout. Quand on fait une astrologie du type individuel, vous citiez tout à l'heure, 30 ans avant, qu'est-ce qui se faisait effectivement par rapport à Saturne. Effectivement, sur le plan individuel, c'est beaucoup plus crédible par rapport à son histoire. Son histoire n'avait pas multiple. Il y a des retours d'expérience plus marquants. Mais quand on arrive dans une astrologie qui est mondiale, alors moi je ne pratique pas du tout de ce côté-là, mais j'imagine que quand on fait une prédiction sur le plan mondial, il y a tellement d'événements qui se produisent, c'est-à-dire ou ciblés, tellement il y a d'événements, c'est impossible de dire. Et donc la question est déterminée, monsieur Tilly, la grande question, et sur laquelle j'ai interrogé beaucoup d'astrologues, c'est quel est le champ de l'astrologie? Parce que finalement, un non-dit dans ce que nous avons dit, c'est que l'astrologie est censée parler de tout et d'expliquer tout. Or, justement, la question est de savoir de quoi traite l'astrologie, monsieur Tilly. Alors, je voudrais ajouter... Et notamment, elle traite de quoi? Elle traite de la cyclicité de l'humanité. Par rapport à la cyclicité. Par rapport à ce que vous dites, quand on a... qu'est-ce que traite l'astrologie? L'astrologie, enfin pour moi, se réduit, c'est-à-dire un champ qui est très limité et qui est, c'est-à-dire simplement l'individu. Je le vois mal sur le plan... Mais l'individu, c'est énorme l'individu comme réponse. Mais quoi dans l'individu? Alors, justement, à ce niveau-là, moi j'ai eu des périodes de doute quand j'étudiais l'astrologie, en me disant, ce que j'expliquais tout à l'heure, on a tellement d'éléments que de toute façon, on peut être influencé par ces éléments, puis dire, ah bah oui, l'astrologie ça marche. Effectivement, on arrivera toujours à coller un élément par rapport à l'histoire de la personne, parce qu'il y a tellement d'éléments qui se présentent. Alors, à partir de ça, je me suis dit, il va falloir que je cherche un autre moyen. Donc là, je suis allé, c'est-à-dire avec alors, j'ai travaillé sur des thèmes où il y avait effectivement un élément clé qu'il fallait qu'en réalité, cet élément clé se retrouve sur plein de thèmes, sur plein d'autres thèmes aussi. Donc, j'ai travaillé sur des tueurs en série. Et c'était intéressant parce que là, on a effectivement des individus qui marquent la violence, hein, puisqu'ils font une série de meurtres à partir de ce moment-là. C'est cyclique. Et donc là, il y en a un, il a battu tous les records, 36 meurtres qu'il s'est payé dans sa vie avant de le prendre. Donc je me suis dit, ça c'est intéressant. Alors j'ai fait toute une étude comme ça, j'ai eu une trentaine de thèmes environ où j'avais des thèmes vraiment très durs, et je me suis dit quel point commun entre tous ces thèmes qui sont là. Alors effectivement, j'ai vu qu'il y avait un point commun. Alors là, ça m'a conforté parce que je me suis dit, mais attendez, là, effectivement, l'astrologie, ça fonctionne à partir de ce moment-là. Alors le point commun, c'est quoi? C'est un Mars qui est dominant, qui est absolument dominant, des valeurs bélier, scorpion, puisque de toute façon, on a ça. Il y a des valeurs aussi qui sont sagittaires, et ça se comprend d'une certaine manière, voilà, et des valeurs aussi un peu lion pour certains. Mais le thème dominant, les dominants dans tous les thèmes, c'était des valeurs martiennes extrêmement présentes. Alors martienne, ça veut dire un soleil pour les hommes avec Mars en conjonction, déjà.
hein, donc c'était présent. Ou un Mars à l'ascendant, à un moment donné. Voilà. Donc on avait, c'est-à-dire, et tous, alors, sur 30 thèmes à peu près, j'en ai eu environ 25, qui étaient vraiment des flagrants. D'autres qui étaient plus discutables, on va dire. Voilà. Donc ça a été une de mes recherches. Donc ça prouve en réalité que l'astrologie a quand même un fondement, a quand même quelque chose qui peut être mesuré d'une manière un peu sérieuse à partir de ce moment-là. Ce qu'avait fait Coguelin avec aussi des statistiques auprès des militaires, je crois savoir, en fait j'ai pas vu ça. En tout cas. Voilà. Et le côté... Alors après, je me suis amusé aussi à faire des thèmes des égoutiers. J'ai eu l'occasion, comme ça, d'avoir des contacts avec des égoutiers et voir la vie qu'ils mènent aussi, parce que c'est quand même incroyable de voir la manière dont ils travaillent dans les égouts. Je suis descendu aussi dans les égouts. Donc j'ai vu, alors là c'est même extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai au moins presque les trois quarts, les 2 tiers à peu près de thèmes, parce qu'il y a des gens qui arrivaient là comme ça, parachutés, mais ils repartaient, c'était pas leur vocation, hein, quelque part. Donc certains qui étaient vraiment leur vocation, on sentait que là c'était des gens qui avaient vraiment une envie d'exister dans les égouts, et ces gens-là avaient un axe particulier qui était poisson vierge, et plus particulièrement une grande proportion qui était vierge, avec un côté aussi un peu mercurien d'ailleurs, et saturnien qui intervenait. Alors ça, il y avait aussi une plus grande proportion de gens qui étaient dans ce domaine. Alors quand on sait que la Vierge, c'est vouloir nettoyer, récurer, c'est le travail qu'ils font, hein, ils récurent les égouts en réalité. Donc c'était un peu leur vocation, et avec un côté aussi poisson qui intervenait de l'autre côté. Oui. Bon, donc pour dire, je fais aussi d'autres thèmes, des thèmes de boucher, etc. Donc on a... et par conséquent, apparemment ça marche. Donc ça m'a réconforté à un moment donné pour me dire l'astrologie, ça marche, c'est pas uniquement des fois des questions d'influence. Et pour terminer, je dis que d'influence personnelle, hein, par rapport à un thème. Et un autre moment, non pas un autre moment, pardon, c'est ma conclusion. Simplement, c'est que moi j'ai éliminé de l'astrologie toutes les transsaturniennes. J'emploie aucune transsaturnienne. J'emploie simplement ce qu'a nous a légué simplement les anciens, tout simplement. Je pars du principe que les transsaturniennes, pour moi, c'est des éléments qui se surajoutent et qui vont brouiller un peu l'analyse, qui vont donner encore un peu plus d'éléments qui vont saturer le thème. Moi, je ne les prends pas en compte. Et ça marche, pour moi, ça marche très très bien. Je fais un thème astrologique avec tout simplement quelques planètes. Mais le zodiaque est une richesse, et effectivement, à partir de cette richesse que j'ai dans ce zodiaque, et par ces planètes aussi, des éléments qui vont dans le sens d'une analyse. Alors, pour conclure cette fois, à savoir que moi j'ai des thèmes qui sont très difficiles à cerner, et d'autres qui sont extrêmement faciles. Enfin, c'est moi qui le ressens, c'est-à-dire vraiment sur le plan facile. Quand on a, par exemple, des thèmes avec des conjonctions au Soleil, Soleil-Saturne, Soleil-Jupiter, Soleil-Mars, Soleil... voilà, c'est un bonheur, parce que d'un seul coup, il y a une règle dominante qui intervient, ou une planète à l'ascendant, c'est costaud, etc. Et on voit
que le personnage correspond bien. Ceux qui n'arrivent pas bien à cerner, peut-être que si tu leur mettais le Pluton, le Uranus et le Neptune, peut-être que ça t'ouvrirait des trucs, parce que quelqu'un qui se retrouve avec une conjonction Soleil-Pluton, en général, c'est marquant. Ou avec un Uranus, avec la Lune ou avec le Soleil, c'est marquant aussi. Alors, j'ai deux... Par contre, moi, les transsaturniens, ce que je pense, ce que je pense que je sais, c'est qu'en général, on voit tout de suite une perversion. Quand on n'a pas bien résolu les problèmes saturniens de la personnalité, quand on n'a pas une personnalité assez droite, etc., tout de suite les conflits avec les planètes saturniennes, les carrés, les trucs et les transsaturniens, tout de suite ça se voit, il y a beaucoup de perversions au sens large du terme. Alors, moi j'ai deux objections par rapport aux saturniennes. Je vous les explique, les transsaturniennes, pardon. Je vous les explique, à savoir que l'astrologie, au départ, c'est apport d'une astrologie, c'est-à-dire de la vision de l'objet direct et non d'un objet invisible. L'astrologie est basée sur le principe de la visibilité des choses. C'est-à-dire que si vous... Et de l'illusion que vous avez par rapport, c'est-à-dire à cette chose. Le Soleil, pour nous, il circule. Il n'est pas statique, il n'est pas au centre. Voilà. Donc, de toute façon, une transsaturnienne, ce n'est pas un élément qui est visible. Donc, il doit disparaître, il ne doit pas... Et c'est pour cette raison que les anciens, c'était normal, ils ne les voyaient pas, mais ils n'ont pas pris en compte. D'ailleurs, il y a un autre argument dans votre sens, c'est qu'ils n'ont pas une possibilité de cycliciser au niveau d'une vie humaine. Il n'y a pas de retour de la planète, en dehors de Saturne, il n'y a pas de retour de la planète plusieurs fois dans la vie d'une personne. Oui, en plus. Bon, mais bon... Non, il n'y a pas de retour. Uranus au plus, 84 ans. Non, il n'y a pas de retour, c'est une seule fois. Oui, mais... Alors, Saturne revient plusieurs fois. Enfin, de toute façon, ça fait partie d'une objection que moi je ferais, qui me paraît capitale. Et quand j'applique des thèmes où je faisais de l'astrologie avec les transsaturniennes à une certaine époque, je les ai abandonnés à un moment donné. C'est vrai que je suis revenu sur ces thèmes, je me suis dit, ça ne sert pas à grand-chose en réalité. Moi, il est beaucoup plus clair, il est beaucoup plus simple, il est beaucoup plus facile de faire ces thèmes sans les transsaturniennes. Elles me parlent beaucoup plus en plus, parce qu'avant, moi, je rajoutais des facteurs en me disant « Allez, Uranus, ça va tout bousculer, etc. » Mais non, il n'y a pas besoin d'Uranus pour que ça... Mais de toute façon, voilà. Le cas d'Uranus est amusant, parce qu'en fin de compte, tout changement de phase est uranien par définition. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'une planète pour dire qu'il y a un changement. Le fait de passer d'une phase à l'autre, d'une structure à l'autre, c'est déjà un phénomène uranien. Donc c'est complètement ridicule de faire intervenir Uranus pour dire qu'il y a un changement, alors qu'il y a des tas de facteurs qui, en astrologie, génèrent du changement. Peut-être, mais quand il y a Uranus qui passe quelque part, des fois, il y a un changement.